Les stands pétés, on en connaît tous un quelque part. Ça, par exemple, c'est un stand pété. Et il y en a des dizaines. Des stands beaucoup trop fumés qu'on aimerait tous avoir. Comme par exemple celui qui est pour moi le plus évident d'entre tous. Alors Wonder of You, comme la plupart des stands très puissants, c'est plus un concept qu'un pouvoir en lui-même. C'est la terreur clinique du karma. Et le karma d'ailleurs, ça porte bien son nom. C'est pas un stand qui est donc fort physiquement, comme la plupart, mais qui a sa propre obstination. Si on veut traquer le personnage, le stand particulièrement, si on veut s'approcher de la vérité, et si on veut comprendre comment il fonctionne, alors il faut se préparer à trébucher sur une feuille A4 et mourir d'un traumatisme crânien. Voilà dans quel délire on est à peu près. Ce stand appartient à Toru, donc l'antagoniste final de Jojo Lion, qui n'a pas vraiment de charisme à la Dio ou Kira, mais dont la menace tient justement dans sa banalité. Et bien plus d'ailleurs dans le stand qu'en lui-même. Lui, il est juste le porteur du stand, mais au final, on s'en fout un peu de Toru. Il n'est pas impressionnant, il n'est pas non plus flamboyant, il est banalement dangereux, et c'est ce qui est atroce. Wonder of You se manifeste comme un vieillard qui marche lentement, un sosie de prof de techno en fin de carrière. Mais ce qu'on voit n'est qu'un leurre, une façade de plus dans ce théâtre morbide. Son pouvoir incarne donc le concept de calamité. Si on commence à poursuivre Wonder of You, ou à s'en prendre à Toru, alors l'univers décide de t'en vouloir. Sérieusement, il déclenche des accidents absurdes mais crédibles. Une échelle qui tombe, un oiseau qui t'attaque, une coupure en ouvrant une boîte de conserve, et ça devient de plus en plus fatal bien sûr à mesure où on s'approche de lui. Sauf que dans Jojo, tout ça se transforme vite en violence chirurgicale, et plus on persiste, plus c'est grave. C'est vraiment le karma multiplié par 1000, mais le mauvais karma. Là, c'est l'univers entier qui est une carène passive-agressive, qui punit ses poursuivants avec une précision divine, dès que t'as décidé de t'en prendre à lui. Mais le vrai génie de ce stand, c'est son intangibilité. On peut pas vraiment le frapper, on peut pas non plus le stopper. Même le voir n'est pas suffisant. On ne sait pas vraiment s'il est là ou pas en fait. Et on ne peut pas penser à lui sans potentiellement déclencher la calamité. C'est littéralement l'anti-shonen. Plus on montre sa détermination, plus on est puni finalement. Le seul moyen de battre ce concept, c'est d'avoir soi-même un concept. Sinon c'est pas possible. Bref. Je crois qu'il incarne au mieux possible que la curiosité peut être un vilain défaut. Mais bien sûr, si je parle de ce stand, il faut absolument que je parle de Soft and White Go Beyond. Le pouvoir qui a fait sauter les barrières du stand et les lois de la narration à coups de bulles invisibles, mais toujours de façon crédible parce que c'est Araki aux commandes. Un pouvoir qui arrive comme une carte piège activée au dernier tour, mais qui, contre toute attente, fait sens dans le chaos cosmique de Jojo. Et surtout, c'est la réponse directe, presque poétique, au cauchemar qu'est Wonder of You. Parce que là où Wonder of You punit ses adversaires pour avoir une volonté, Go Beyond récompense l'utilisateur pour y croire jusqu'à l'irrationnel. Mais il faut bien comprendre ce qu'il fait. Sinon, on a l'impression qu'Araki a tiré ça de son chapeau comme un magicien. Donc, Soft and White, à la base, c'est le stand de Josuke Higashikata version Jojo Lion. Un stand déjà un peu farfelu, capable de voler des propriétés, le son, la friction, etc. sous forme de bulles. Mais Go Beyond, c'est l'étape supérieure, celle où on arrête de faire semblant de respecter la réalité. C'est une bulle qui n'existe pas dans notre dimension, qui échappe à la rotation terrestre, qui n'obéit pas à l'univers en fait, littéralement. Elle ne tourne pas, elle va au-delà, comme son nom l'indique. Elle n'existe pas, concrètement. Ainsi, c'est justement parce qu'elle n'existe pas qu'elle peut briser les règles de Wonder of You. Et là, ça incarne une idée, une intention matérialisée. Parce que la calamité, aussi injuste soit-elle, ne peut affecter ce qui n'a pas de point d'origine dans ce monde. Une bulle qui n'est pas censée exister, donc qui n'est pas censée être punie. Et ça, c'est une finesse cruelle. Tu veux briser un système invisible, il te faut une arme invisible. Josuke, en gros, invente le concept du pouvoir non localisé, une sorte d'entité quantique sous forme de bulle, le pouvoir de la négation de la réalité par la volonté. C'est Jojo qui devient presque méta. Tu gagnes en refusant les règles, en créant un pouvoir qui n'est pas censé marcher. C'est comme battre un boss de RPG en supprimant le fichier boss.exe. Tu vois ce que je veux dire? Et cette bulle, elle explose pas. Elle perce, elle transperce Toru, alors qu'il croyait avoir atteint la perfection de la défense. Et là, pour la première fois, Wonder of You a eu peur. Pas d'un coup de poing, ni d'un plan foireux, mais bien d'un concept pur, matérialisé par un héros qui ne comprend même pas encore lui-même ce qu'il fait, mais le fait quand même. Voilà ce que c'est Soft and White Go Beyond. Une idée plus forte que la fatalité, un doigt d'honneur finalement cosmique, tendu à l'univers tout entier. Un gros fuck finalement tendu à l'univers tout entier, on va pas se mentir non plus. Gold Experience Requiem est lui aussi bien plus qu'un stand, c'est un avertissement. C'est Araki qui t'écrit en lettres d'or, tu peux avoir tout prévu, tout calculé, t'as quand même perdu d'avance, c'est écrit dans le livre. Au revoir mon pote. On n'est plus dans le combat, on est dans la punition de là-haut. GER, c'est le concept même de... Non, tu vas pas faire ça mon gars. Incarné en une entité lumineuse qui t'explique que ta volonté n'a plus aucun sens. Déjà,
Le Requiem, c'est pas une simple évolution, c'est une transcendance. Diavolo avait tout. Le pouvoir de King Crimson, qui efface le temps et qui est quand même cheaté, il faut le dire, un plan parfaitement huilé, et surtout l'arrogance de croire qu'il avait déjà gagné. C'est là que GER débarque, activé par la flèche, et ce qu'il fait, c'est pas juste annuler les attaques, c'est annuler les conséquences de la volonté ennemie. Et ça, c'est un level au-dessus de tout ce qu'on a vu dans Jojo jusqu'ici. Concrètement, si tu veux tuer Giorno, ta volonté de le faire est annulée. Tu veux faire un pas, c'est annulé. Tu veux juste penser à un plan B, ton cerveau reste bloqué dans l'écran de chargement. Diavolo la prend à la dure. Chaque fois qu'il meurt, il recommence et meurt encore et encore et encore. Gold Experience Requiem l'a foutu dans un jour sans fin, de la souffrance. Un enfer personnel à la sauce Nietzsche. Pas de fin, pas de résolution, juste une boucle éternelle qui fait vraiment mal pour le coup. Un échec permanent. Il ne peut même pas atteindre la mort tranquillement. Vous imaginez ? La délivrance. Il ne peut pas atteindre la délivrance. Ce qui est beau et terrifiant à la fois, c'est que GER ne fait pas ça par rage ou vengeance. Il ne parle même pas. C'est ce qui est beau. Il juge et il applique la sentence. Comme un peu les personnages de Marvel là qui sont au-dessus du lot. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, Giorno lui reste froid, presque effacé. Et ça c'est pire que tout. Parce que là on peut perdre contre un gars qui n'a même pas besoin de t'achever. Et en fait il fait vraiment CTRL plus Z pour le coup. Et genre c'est cool ce que t'es en train de faire mais écoute, je l'annule parce que ça me plaît pas. Donc c'est littéralement l'antithèse du shonen classique. Tu peux t'entraîner, te battre, évoluer, t'exciter comme tu veux, mais si GER est là, tout ce que tu fais ne mènera à rien. Tu ne perdras pas. Tu ne gagneras pas non plus. Simplement, tu n'existeras plus comme acteur de ton propre destin. Une mise en pause éternelle. Le cauchemar de tout protagoniste ou antagoniste, ça dépend de quelle vue tu te places, bien sûr. Autre Requiem, Silver Chariot Requiem. C'est le bug ultime du monde de Jojo. Une mise à jour du stand de Polnareff qui, au lieu de l'aider à péter la gueule à Diavolo, fait planter la réalité entière. C'est un peu une panne générale à ce moment-là. Comme si on lançait un fichier exe trop lourd sur un PC de 2003 et que tout se mettait à ramer, à laguer et à agir bizarrement. Bref, on n'a pas la carte graphique qu'il faut, on n'a pas la configuration nécessaire. Concrètement, Chariot Requiem, une fois activé par la flèche, fait switcher les âmes. Tous les personnages présents se retrouvent dans un autre corps. Le mafieux dans le bébé, le héros dans le chien et l'ennemi dans ton pote. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais t'as compris. Et c'est pas un délire temporaire, c'est un soft reboot spirituel. En bonus, il fout tout le monde dans un état de somnolence surnaturelle. Et ça commence à muter sévère. Les corps rejettent les âmes étrangères, l'humanité se dérègle et le monde entier est menacé de devenir un vivier de blobs informes et agressifs. Mais surtout, personne ne contrôle ce stand. Même Polnareff, maintenant confiné dans le corps d'une tortue, et au passage une méta-humiliation ultime, ne peut rien faire. Silver Chariot Requiem agit par instinct, une machine de garde qui protège la flèche coûte que coûte. Si on s'approche, on est foutu. Si on tente de l'attaquer, nos sens se retournent contre nous-mêmes. Giorno perd ses repères, Bruno se fait baiser par ses propres capacités, et tout le monde panique. C'est une présence inexpliquée, inarrêtable en fait. Ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est que c'est le premier Requiem à montrer qu'un stand peut devenir autonome, voire incontrôlable. Et à la fin, il ne tombe pas au combat, il est tué par sa propre ombre inversée. Bref, il faut quand même avoir fait quelques cours de philo pour comprendre un peu le concept, mais au final, c'est ce qui marche aussi dans Jojo. Et que parfois c'est un peu nébuleux, on peine à comprendre les choses, mais c'est toujours fascinant en fait. Donc c'est pas forcément un stand qui cherche à te faire gagner, mais plutôt qui empêche tout le monde de jouer la partie. Ce qui est un peu subtil. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, si tu kiffes les vidéos bien sûr. Et si tu kiffes pas, tu peux toujours t'abonner également. Ou mettre un pouce rouge, c'est toi qui vois. Bon là, imagine un peu un chevalier de l'apocalypse, sauf que au lieu d'une épée, il a une montre cassée et un cheval de course. Voilà Made in Heaven, le stand de Pucci, prêtre mégalo et fan de Bowie. Oui, ce Bowie-là. Et très beau d'ailleurs, on l'aime tous, qui a décidé un jour que la solution à tous les problèmes du monde, c'était de faire accélérer le temps jusqu'à ce que tout le monde crie stop en même temps. Spoiler, personne n'a eu le temps de crier d'ailleurs. Dès que Mad in Heaven s'active, l'univers se met à faire du cardio. Les jours passent en secondes, les océans s'évaporent, les étoiles explosent en timelapse, et on n'a même pas le temps de manger un bol de céréales que le Big Bang est déjà en train de recommencer. Mad in Heaven accélère le temps à l'échelle cosmique. Et là, donc, c'est l'univers entier qui est impacté. C'est pas n'importe quoi. Les mouvements deviennent lents, nos pensées trop lentes également, le monde, il file à la vitesse d'une meuf qui ghost. Bref, pendant que tout ça s'emballe, Pucci, lui, avance à vitesse normale. Même plus que normale d'ailleurs. Il va beaucoup plus vite que les autres. Il court littéralement autour de ses adversaires, alors que eux sont en train de bégayer en slow motion. Mais le pire dans tout ça, c'est pas juste qu'on ne peut rien y faire. C'est que le monde va mourir et renaître. Et ce nouveau monde, Pucci le contrôle. Il veut créer une réalité où tout le monde connaît son destin, ses échecs, ses drames, son futur. Résultat, plus de peur, plus d'angoisse, mais plus de libre arbitre non plus.
Le gars nous vend l'utopie façon dystopie, parce qu'on parle pas juste d'un pouvoir physique, c'est une réécriture du temps lui-même, un reset universel, un New Game Plus forcé, où on n'a même plus le droit d'échouer par surprise. Mais vous savez ce qui est vraiment drôle, c'est que Pucci perd, et pas parce que quelqu'un le bat de face, non, parce que le destin qu'il a voulu forcer a glissé une banane sous ses pieds, façon Mario Kart. Et là, dans un dernier acte cosmique de foutage de gueule, Emporio le bat, avec un CD et un fantôme de piano. Made in Heaven, c'est l'arme ultime pour les gens qui veulent gagner la partie, en changeant les règles, les joueurs et même le plateau. Mais à la fin, Jojo te rappelle une chose, peu importe le pouvoir, on peut pas programmer le destin sans qu'il te foute un doigt dans l'œil. Alors bien sûr, je ne vais pas en reparler en détail, mais il y a d'autres stands très puissants. Par exemple, j'en ai déjà parlé sur la chaîne entièrement, mais Tusk Acte Fort, qui fait partie des plus pétés, puisque c'est un stand qui annule la causalité. On a bien compris le délire. Pas simplement la douleur ni le temps, mais bien la causalité. On peut plus s'enfuir, on peut pas guérir, on peut même pas mourir tranquille. Une fois que la balle de Tusk touche quelqu'un, c'est comme si le concept de résolution lui était refusé. Ça va tourner, tourner et toujours tourner dans une spirale de souffrance éternelle. Et là, Diavolo, tiens-toi bien, parce que finalement t'as échappé au pire. Il y a aussi King Crimson, qui est peut-être un peu moins pété que les autres, mais qui a quand même traumatisé les fans et les physiciens en même temps. Beaucoup n'ont pas forcément compris comment ça fonctionnait, alors que c'est assez simple au final, puisqu'il efface simplement le temps. Il supprime une partie du temps du monde. Cela parce qu'il peut voir dans le futur et justement supprimer une partie de ce futur, parce que ça l'arrange pas vraiment. Il y a aussi le formidable D-Force qui permet de voyager entre les dimensions. Et ce n'est pas juste pour le tourisme. Il peut remplacer son corps blessé par une autre version de lui-même, et cela en pleine forme. Bref, c'est peut-être une autre version de soi-même, mais ça reste soi-même. Donc, quelque part, ça équivaut à être immortel, en quelque sorte. Tu le tues, il revient, tu le tues, il revient, bref. C'est un cycle. Pour reprendre une comparaison avec les jeux vidéo, c'est un peu comme une sauvegarde, un système de sauvegarde organique. À moindre mesure, on a aussi Bite the Dust, donc la dernière évolution du stand de Kira, qui est une mini-bombe temporelle autonome. Elle s'infiltre dans les gens, et si tu poses la mauvaise question, si tu cherches trop à découvrir son identité, boum, retour dans le passé, encore et encore, bref. De toute façon, les stands temporels dans Jojo, c'est un peu les plus pétés à chaque fois. Même Simoon, en fait, était intéressant. Donc le stand avant Made in Heaven, qui permettait de réinverser la gravité autour de tout ce qu'il touche. Déjà, à ce moment-là, il était pété, je trouve. Bon, je trichais un peu aussi avec The World Over Even. Donc là, je parle du stand dans le jeu Ace of Even. Et donc le nouveau stand, la nouvelle évolution du stand de Joe qui permet d'écraser la réalité elle-même avec une touche d'effaceur. Il peut littéralement réécrire la réalité, donc c'est vraiment pété pour le coup. C'est un concept aussi. Même GER se fait battre là-dedans. C'est dire à quel point c'est quand même très pété dans le jeu. Peut-être même qu'il pouvait renommer le jeu. Peut-être même qu'il pouvait ressortir du jeu, de la réalité. Peut-être même qu'il pouvait avoir Aizen en collègue. En fait, il pouvait avoir tout ce qu'il veut, dans l'idée. Un autre stand, il ne faut pas oublier, c'est Bohemian Rhapsody. Puisque là, c'est pas un stand de combat, mais le concept est juste génial. Artistiquement parlant, c'est le meilleur stand que j'ai vu. Et c'est un des trucs le plus what the fuck jamais écrit d'ailleurs. Il donne vie aux personnages fictifs. Donc on peut croiser Cendrillon, Spider-Man, qu'on aperçoit également, Pinocchio, et en plus, si on croit à leur histoire, on se fait aspirer dedans et on devient ce personnage. Et comme les personnages n'ont aucune liberté, et ben en fait, on meurt avec leur destin. Donc imaginez le champ des possibles. Imaginez, vous êtes transporté dans One Piece. Bon, connaissant certains, je sais que vous ne voudriez même pas en ressortir, mais vous pouvez même vivre une version un peu dark de Pokémon. Vous pourriez vivre dans le Seigneur des Anneaux, dans Berserk. Bon, autant dire que certains univers vraiment trop chauds, personne ne pourrait y survivre. Dans le manga, le stand a simplement été limité, par les droits d'auteur en fait. Parce que tous les personnages qu'on voit dans l'anime notamment, et dans le manga d'ailleurs, sont des œuvres qui sont tombées dans le domaine public. En effet, pour ceux qui l'ignoreraient, une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après la mort du créateur. Quand bien même il existe des exceptions, puisque c'est toujours compliqué dans le droit. Donc on a vu qu'une petite partie du potentiel de ce stand. Mais en réalité, avec le nombre incroyable d'œuvres qu'il y a, et parfois violentes, de toute façon même Pinocchio devient dangereux. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, il est juste trop fort ce stand. Bref, les stands trop puissants, ça n'a jamais été un problème. Surtout dans Jojo, parce qu'on adore la surenchère. C'est un peu une feature du manga. Et c'est pas juste des cheat codes comme ça, gratuits et ambulants. Ce sont des déclarations d'amour d'Araki pour l'élégance,
pour l'art, pour sa créativité, parce que c'est dans ces moments-là qu'il peut le plus montrer de quoi il est capable. Car d'un côté, bien que ce soit des stands pétés, eh bien il y a toujours une manière de les affronter, toujours une manière de les vaincre, et ce n'est jamais gratuit. Raki est l'un des mangaka qui maîtrise le mieux les pouvoirs, qui arrive le mieux à les comprendre, à les assembler, à en faire quelque chose de crédible. Que ce soit des stands faibles d'ailleurs, ou forts, on a toujours vu que ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors tout ce qu'on peut dire à Araki, c'est bravo pour cette œuvre, et c'est bravo pour toute cette créativité. Parce que qu'ils soient bons ou non, tous les stands ont quelque chose à apporter. Et c'est ça qui est beau.